Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition, le sommaire. Patrice Talon est candidat à la préservation des acquis de sa gouvernance pour 2026. Telle est la déclaration du porte-parole du gouvernement qui assure que l'actuel chef de l'État ne briguera pas un troisième mandat. La composition du comité de préfiguration du Musée international du Vaudou a été réajustée par le président Patrice Talon. Marion Kakpo est désigné pour présider le dit comité. En Afrique du Sud, une banque gèle les comptes de l'ancien président Jacob Zuma. Nous y reviendrons. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Kpakpa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonsoir, le président de la République ne briguera pas un troisième mandat. Toutefois, Patrice Talon est candidat à la préservation des acquis de sa gouvernance pour 2026, a déclaré le porte-parole du gouvernement Wilfried Léon-Goumédi mercredi 20 mars dernier. À la question de savoir ce que fera le président de la République pour la suite après son départ, Wilfried Léon-Goumédi indique que Patrice Talon va travailler pas pour se maintenir à la tête de l'État, mais pour que la dynamique se poursuive pour le bien de notre pays et notre pays pour le bien de chacun d'entre nous. Il va nous aider dans tout ce qui se passe bien pour que il va nous aider tout le moment venu à ce que la succession se passe bien pour le Bénin et afin que les réalisations s'amplifient au-delà de sa personne, a souligné le secrétaire général adjoint du gouvernement. Le développement durable est l'aspiration de tous les États de l'Afrique. Et pour y arriver, plusieurs stratégies et politiques sont mises en place. Le professeur Delidi Eric Dedila, expert en relations internationales, les développe ici au micro de Anaël Dou. Le développement pour l'Afrique, ce n'est pas les modèles standards de Bretton Woods, où il faut répondre, cocher des cases, etc. C'est comment arriver à créer des espaces de vivre ensemble qui prennent en considération les aspirations propres des populations africaines, en le faisant avec des standards internationaux. Vous voyez, l'exercice est un peu délicat. On essaye de s'aligner sur les standards internationaux, mais en gardant à l'esprit que ce qui compte, ce sont les populations. Et donc, quand le développement, le développement, c'est là aussi un engagement dans la durée. On ne décrète pas le développement. C'est la mise en œuvre de politiques publiques qui sont prospectives, mais qui s'inscrivent dans la durée. Ça veut dire qu'on doit avoir des élites politiques qui ne sont pas dans des logiques paroissiales ou dans des logiques de court-termistes. C'est-à-dire on fait des choses pour plaire dans un temps court. Et c'est là peut-être qu'il y a un besoin de décentrer le rôle de ce qu'on appelle le state apparatus, l'appareil d'État et les élites politiques. C'est-à-dire que l'appareil d'État, son job, c'est de mettre en œuvre dans une certaine durée des politiques pour l'intérêt général, peu importe qui dirige le pays.
les élites politiques, leur rôle, c'est de dire, voilà, moi je préfère tel modèle de société ou tel autre. Mais s'il n'y a pas une certaine autonomie de l'appareil d'État, on est dans des situations où chaque 5 ans, on balaye, on efface on nettoie la table et on recommence. Tout ce qui a été commencé, c'est à l'eau et on recommence. Et ça ne favorise pas des dynamiques de développement dans la durée. Bon, mais vous savez, le privilège d'être dans la recherche, c'est qu'on peut dire les choses, il n'y a pas de responsabilité derrière, je ne suis pas un acteur politique, mais ce dont je suis convaincu, parce que nous avons dans nos pays des compétences, nous avons de l'expertise, nous avons aussi des dirigeants qui ont une vision. Mais il faut arriver à trouver le lien, Madame Baba Moussa, entre la volonté politique et puis la conduite dans la durée de politiques publiques définies par l'appareil d'État. Un accord de financement d'une valeur de 109 milliards de francs CFA a été signé entre le Bénin et l'Union européenne lors de sa visite officielle d'une délégation de l'équipe Europe au Bénin du 18 au 20 mars 2024. Cette délégation composée de hauts dirigeants des institutions européennes et de la représentation des États membres de l'UE avait pour objectif de renforcer le partenariat entre l'UE et le Bénin. Ces accords de financement d'un montant total de 166 millions d'euros ont été signés à l'issue d'une séance de travail interministérielle organisée par le ministre béninois de l'économie et des finances à Romiad Ouadaï est destiné à appuyer la stratégie de développement au Bénin en accord avec les orientations du gouvernement. Les 10 accords sont conçus pour améliorer rapidement les conditions de vie des populations, notamment dans les régions du nord du pays. Après le Bénin, le Nigeria, un autre pays partenaire commercial stratégique du Niger, a annoncé la réouverture des frontières terrestres avec ce dernier, suivi de la levée immédiate d'autres restrictions parallèles associées aux sanctions économiques de la CEDEAO. Avec le Nigeria, le Niger entretient des relations culturelles et commerciales historiques. Le pays y exporte le bétail et des produits agricoles tels que l'oignon principalement. Hamzat Abdoulaye, consultant politique, qualifie cette décision d'un non-lieu. Il s'exprime au micro de notre Fatoumbi Francis Fahami. La levée des sanctions a orchestré l'ouverture des frontières du côté du Bénin dans un premier temps et quelques semaines plus tard du côté du Nigeria. Il faut rappeler aussi une chose très importante, c'est la CEDEAO, c'est-à-dire c'est les États de la CEDEAO qui ouvrent leurs frontières avec le Niger. Donc il y a eu un changement du rapport de force. Ce n'est pas le Niger qui demande l'ouverture ou qui a demandé l'ouverture des frontières. Et je pense qu'aujourd'hui, la rupture est inéluctable dans la mesure où pour les Nigériens, l'ouverture de ces frontières constituerait un non-lieu de la part des autorités. Et ça en dit plus long par rapport à l'avenir de cette communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, l'ouverture des frontières pour les autorités est un non-lieu, mais ce n'est pas le cas des populations nigériennes, parce qu'il faut rappeler que dans la dynamique des sanctions et des fermetures de frontières, les populations nigériennes ont souffert au sens propre de ces décisions, dans la mesure où on sait très bien que le Niger et le Nigeria, par exemple, entretenaient de liens très étroits, des liens commerciaux très étroits. Et il faut rappeler que le Nigeria était le 4e fournisseur du Niger et de l'autre côté représentait également le 3e client du Niger en termes d'exportation. Et ces sanctions ont du jour au lendemain mis fin à tous ces échanges, à tous ces flux, et la conséquence a été désastreuse pour les populations. Déjà les paysans qui, pour des raisons sécuritaires, ne pouvaient plus se déplacer d'un point A à un point B. Ensuite, sur le plan économique, les prix ont flambé, les denrées ont flambé, les denrées de première nécessité ont flambé.
Et surtout les denrées de première nécessité comme le riz, les céréales ont littéralement flambé. Et c'est bien entendu les populations qui en ont souffert et continuent d'en souffrir, parce qu'il faut rappeler que l'ouverture des frontières du Nigeria ou du Bénin, pour ne citer que ces deux-là, n'est qu'une sorte d'ouverture de leur côté. Et le Niger n'a pas suivi au sens propre. Et il faut rappeler aussi un contexte très important, le contexte du Ramadan, où déjà, dans le sens général du terme, les prix flambaient, malgré qu'il n'y avait pas de crise. Les prix généralement flambaient en période de Ramadan, parce que quand les offres s'augmentent, quand les offres sont en croissance, eh bien, les prix grimpent à une vitesse vertigineuse. Et je pense que les sanctions ont, permis à ce que ce facteur soit plus criard et beaucoup plus visible. Aujourd'hui, c'est la population qui continue d'en souffrir. J'espère que les autorités nigériennes vont prendre la mesure des choses et pouvoir prendre des décisions idoines. Une large portion de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale a connu des perturbations liées à l'accès à Internet. Des incidents signalés tôt jeudi dernier ont entraîné des coupures massives laissant les populations et les secteurs économiques dans une situation précaire. Au micro de Kanté Amoussou, les citoyens ont déploré cette situation et invitent les responsables à y remédier. Cela a créé beaucoup d'impacts négatifs parce qu'on ne peut pas accuser notre pays, parce que j'aurais appris que c'est le câble sous-marin qui a des problèmes. Et même la Côte d'Ivoire, c'est lui qui est beaucoup impacté. Donc, sincèrement, je vais demander à nos dirigeants de vite corriger cela. Les réseaux sociaux d'aujourd'hui, si ça ne marche pas, c'est grave. C'est parce que tout est bloqué. Tout est bloqué. Vraiment, ça là, c'est pénible, hein, parce que c'est-à-dire, la connexion d'Internet est devenue comme l'argent qui reste dans nos poches. Parce que vraiment, c'est perturbant. Nous sommes déjà attachés à cette technologie-là. Et c'est pénible, mais on est appelé de temps en temps à avoir de ces pépins-là. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'Afrique soit un continent adapté à la nouvelle technologie? C'est ce qu'il faut. C'est sûr que ça a eu d'impact chez nous, mais tout le monde n'a pas senti ça. Mais c'est que sûr, compte tenu de la vétusté de ces éléments-là, il faut changer, il faut corriger, il faut rénover. C'est très important. Pour que nos dirigeants africains essayent vraiment d'intensifier les réseaux d'Internet pour que les populations s'aiment, que c'est sur ça, eux ils font leurs affaires. C'est sur ça, ils font beaucoup d'affaires sur l'Internet. Hein, et je crois que l'Internet aujourd'hui est à la base de plusieurs affaires. Paraît-il que c'est un glissement de terrain à quelque part sur le continent qui s'est produit et que ça a sectionné certains câbles de l'ADSL. Alors, paraît-il que le navire qui a l'habitude de réparer ça est déjà sur place et que nous allons attendre pendant 3 semaines. Vous voyez, mais ça nous fait beaucoup de défauts. Ça fait qu'il y a beaucoup d'affaires qu'on passe par l'Internet et que ça nous pénalise aussi. Nous souhaitons que les responsables de cette technologie se lèvent le plus tôt possible pour pouvoir remédier à cette histoire-là. Cette perturbation n'est pas bonne. Les chefs d'État africains doivent se réunir et chercher des moyens pour pouvoir chercher des financements pour une grande connexion pour nous les peuples qui dirigent.
À travers un décret en date du 28 février 2024, le président Patrice Talon a procédé à la modification de l'article 4 du décret 2023-464 du 13 septembre 2023 portant création, attribution et composition du comité de préfiguration du Musée international du Vaudou. Cette modification n'est pas la première. Quelques semaines plus tôt, le président de la République a touché ce même article relatif à la composition du comité. La première modification de l'article 4 avait permis de faire passer le nombre de membres du comité de préfiguration de 15 à 17. La modification intervenue par décret en date du 28 février 2024 a eu pour impact une réduction de l'effectif du comité et le chef de l'État a désigné comme président du dit comité le professeur Marion Capo pour le diriger. L'infidélité peut être définie comme le fait de partager des relations intimes et sexuelles avec une personne autre que son partenaire. Mais est-ce un acte qui conduit directement ou forcément au divorce? Élément de réponse à travers ce micro-trottoir réalisé par Francis Farami, Nosirine Fatoumbi. C'est une raison capitale. Si la femme me trompe là, je vais la chasser directement. Il ne faut même pas hésiter avant de le chasser. Si tu maries une femme, la femme n'a pas le droit d'aller tricher ailleurs. Mais l'homme peut partir aller chercher une autre femme. Tant que la femme s'est unie avec l'homme, la femme n'a pas le droit de tricher encore ailleurs. Ça, c'est pas une bonne chose. Il arrive qu'on se voit, qu'on se marie spontanément, sans connaître l'autre. C'est tout ce qui arrive. Et aussi, il y a un problème de stérilité. Que si c'est une femme qui est stérile, et l'homme a cherché, il n'a pas trouvé enfant, ça peut aussi amener le divorce. L'homme a droit à marier au moins 2 à 3 femmes. Mais la femme a droit à un seul homme. C'est comme ça. Il y a les femmes en majorité qui font ce système-là. Et ils sont chez leur mari et pourtant, tu vas les voir dans des chambres de passage. C'est pas bon. C'est pas du tout bon. Donc sincèrement, l'homme peut tout faire. L'homme peut tout faire, mais la femme, elle est condamnée de rester là où chez son mari, c'est tout. Mais c'est quelque chose qui existait depuis la nuit des temps. Hein. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc plus l'être humain, le monde est en train d'évoluer et l'être humain s'accroît. Donc ce serait encore plus grave. Si moi je sens un jour où ma femme a triché ailleurs, je ne vais pas encore la regarder, je vais la chasser en même temps. Parce qu'il y a d'autres qui disent qu'on va les amener dans notre famille, puis on va leur laver les pieds. Ça, c'est inutile. Si tu le laves ça, tu as encore aggravé la situation, mon frère. Renvoie-la totalement. Mais si tu l'amènes au village et puis on la lave encore le pied, si elle revient, c'est le plus pire qu'elle va faire. Donc selon elle, donc ça veut dire que tu l'as ouvert, la grande porte. Tu fais ce qu'elle veut. Si elle fait, tu vas l'amener, tu vas encore laver le pied, elle va encore revenir une fois. Ça, c'est pas une bonne chose. L'infidélité de l'homme ou de la femme ne suffit pas qu'on aille au divorce. Mais après l'infidélité, il y a d'autres choses qui viennent, qui suivent l'infidélité. Parce que j'ai ma femme et je la vois avec un autre homme dans une position inacceptable. Alors, vous-même, regardez vous-même les réactions qui vont suivre. L'argent que je donnais avant, je ne vais plus donner. Ce que je faisais avant, je ne vais plus faire ça. Tout ce que l'homme a uni là, si c'est le plan de Dieu, ça peut prospérer. Mais si ce n'est pas le plan de Dieu, et c'est les humains qui ont fait le plan sans voir le côté spirituel, sans voir comment le demain, ça sera le demain, tout ça là peut amener le divorce. Des individus armés non identifiés ont attaqué le commissariat d'Angaradebou dans la commune de Kandi dans le nord du Bénin dans la nuit du 20 au 21 mars dernier et l'ont incendié selon un média du Septentrion.
Les assaillants ont incendié le commissariat de police faisant de nombreux dégâts matériels. Le bâtiment qui abritait le commissariat, à en croire le média, a été détruit, des véhicules et motos y compris. Il faut noter que lors de l'attaque, les assaillants ont fait usage d'armes à feu et les éléments de la police appuyés par un détachement de forces armées béninoises ont riposté et ont réussi à les repousser. Il faut noter que sur le plan humain, il n'y a pas eu de mort selon les informations. Hors du Bénin, la première banque sud-africaine a gelé les comptes de Jacob Zuma, ancien président de l'Afrique du Sud, suite au non-remboursement d'un prêt d'environ 480 000 €. Le MK, son nouveau parti pour lequel il s'investit corps et âme, dit voir le gel du compte en banque comme une manœuvre politique pour affaiblir Jacob Zuma à l'approche des élections. Le porte-parole du MK a même déclaré que l'ordre venait de l'ancien parti de Jacob Zuma avec lequel il est en conflit actuellement. Et sur le réseau social X, sa fille Doudouzile Zuma a appelé à mettre fin au cartel des banques. L'Organisation mondiale de la santé a alerté contre une hausse de 35 millions de nouveaux cas de cancer d'ici 2050. Ces chiffres alarmants ont été révélés par une étude de l'OMS rendue publique jeudi 1er février 2024. Et selon Emmanuel Ricard, porte-parole de la Ligue contre le cancer, une principale source à l'origine des particules fines est le diesel. Terminons cette page inter par l'Ukraine, où ce jeudi 21 mars, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé les Occidentaux à avoir la volonté politique d'aider son pays à faire face à la Russie en livrant encore plus de systèmes anti-aériens après une attaque de missiles ayant visé la capitale. Cette terreur se poursuit jour et nuit et il est possible d'y mettre fin grâce à l'unité mondiale. Cela est tout à fait possible si nos partenaires font preuve d'une volonté politique suffisante, a indiqué M. Zelensky dans une publication sur les réseaux sociaux réclamant spécifiquement des défenses anti-aériennes comme les Patriots. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette information que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à tous et à tous.